des annulations. Oui, désolé, je ne vous ai pas répondu sur le... Une modification de la note de synthèse pour la... Bon, après, je ne sais même pas si je vais... Ouais. Sur les bureaux, là, je vois qu'ils sont... Ah non. Ouais, non, parce mais que comme vous avez éventuellement, mis je la n'ai pas de choses particulières. Oui, bah, ça fait rien. Non, mais on ne va pas modifier le tableau, on va simplement le préciser que... Donc dans la dernière mouture, donc c'est celle qui correspond à la délibération, mais je n'ai pas remodifié. Ouais, d'accord. Bon, je vais regarder si j'ai quelque chose de spécial, mais sinon, je ne vais pas écrire pour écrire, c'est pas la peine. C'est toujours l'ancienne, on a toujours les 5 postes. Ouais, je vous redis demain. En réalité, il y en a 4. Voilà, on a 1, 2, 3, 4. C'est l'animation qui C'est ça, l'animation, ça n'existe plus. Mais dans vos... Vous avez fait des pochettes de délibération? Oui, c'est bon, ça vous... Oui. Et les pouvoirs, vous les voulez non, je les ai, puis je les ai notés sur votre feuille de présence. Hein. Oui, on se voit le 28 après. Et puis, donc, 28-2, pardon, pas 3. Donc, point compta finance. Et après, il faudra vous prévoir le samedi matin pour travailler sur le budget. Il faut absolument que s'y mettre. Mercredi matin. Oui, mercredi ou un samedi matin, si vous voulez aussi. Après, la semaine prochaine, oui, je voilà. Ouais. Compta finance, parce que là, il faut qu'on arrive à finir absolument l'exercice pour qu'on puisse faire un CA, qu'on puisse déjà déterminer l'affectation du résultat et qu'on commence à remplir les cases sur ce qu'on sait. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, mais il y a des choses. Sur des dépenses, on a reçu pas mal de budget, des services. Et puis, il faut qu'on y aille, quoi, parce que sinon, j'ai peur qu'on prenne trop de retard. Bon, si on bosse bien, on peut le faire en 3 heures, 3h30, en une journée, on devrait avoir... Après, il faudra toujours des chiffres à retoucher, mais on devrait pouvoir... D'accord. Bah déjà, en une journée, on devrait pouvoir quand je vais faire... être libre, du coup, la matinée, j'ai dû prendre une matinée. Pour ce lundi, puis après mercredi. Je pense que déjà, on parle bien. Alors, lundi matin, vous êtes là, et lundi après-midi aussi? Non. Vous êtes là que le matin, et après le rendez-vous, on discute un peu. Pour mercredi. D'accord. Ah, je n'arrive pas à lui. Vous l'avez dit à monsieur le maire? Oui, je viens de lui dire. Bonsoir, si vous voulez bien, on va peut-être commencer la séance du conseil municipal. On va commencer par l'appel. Urgé Alain. Bueno Séverine. Présent. Mazega Daniel. Présent. Maki Delphine. Présente. Lang Jean-Jacques. Présent. Olofsson Nina. Présente. Spadon Jean-Pierre. Sor Corinne. Absente procuration. Martin Daniel. Présente. Madonna Myriam. Présente. Berega Dafila. Présente. Coxu Etem. Présent. Miu Daniel. Absent. Nejdi David. Procuration. Marazzato Sophie. Présente. Irisée Hélène. Procuration. Morel Antoine. Présent. Reto Mathieu. Présent. Le Caroline. Présente. Cherfaoui Sarah. Présente. Pelletier Jacques. Kitry-Claire Marie-Claude. Présent. C'est parfait. Et Germain Dominique. Le quorum est atteint. On peut travailler. Secrétaire de séance. Involontaire. Vous n'avez pas tous la main. Antoine Morel. C'est nommé. Approbation du compte-rendu du Conseil du 21 janvier. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le Conseil? Adopté à l'unanimité. Donc on va passer à l'ordre du jour. Donc la convention pluriannuelle dans l'expérimentation pour la mise en place d'un réseau d'îlots d'avenir en forêt communale pour tester les nouvelles essences plus adaptées au changement climatique dans le département du territoire de Belfort. Voilà. En fait, les deux délibérations, donc celle-ci et la suivante, sont très liées, puisqu'on parle des îlots d'avenir. Vous vous souvenez la dernière fois, vous avez fait une information, c'est plutôt Myriam Madonna qui vous l'avait fait, sur le but de ces îlots d'avenir, c'était pour tester des nouvelles essences, compte tenu des conditions, etc., de l'avenir de nos forêts, l'avenir climatique et autres.
Donc voilà, donc cette convention, donc cette délibération s'associe à la suivante. Donc là, on va devoir autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Cette convention, effectivement, l'objet de la convention est de définir des conditions particulières selon lesquelles la commune d'Essert s'engage dans l'expérimentation pour la mise en place d'un réseau d'îlots d'avenir en forêt communale pour tester de nouvelles essences plus adaptées au changement climatique sur le département du territoire de Belfort. Et donc, la commune s'inscrit dans la poursuite de l'installation d'un îlot d'avenir portant sur la période 2022 et 2026. Donc Myriam, la dernière fois, nous avait bien précisé que c'était déjà quelque chose que nous avions entrepris par le passé, pour lequel on n'avait pas forcément une grande réussite, mais il faut quand même poursuivre la démarche. Et donc, voilà, donc, on s'engage à poursuivre. Et donc, la dernière fois, c'était une information, et là, c'est une délibération. Donc, je vous propose de voter les deux délibérations en même temps. On passe à la suivante, la 2204. Puisqu'en fait, les deux étant liés, on ne va pas voter l'une pour l'autre. Enfin, si les deux étaient contestés, ou l'une, ça n'irait pas dans le bon sens. Voilà, délibération 2204, on est sur l'expérimentation par l'installation d'un îlot d'avenir en réponse au changement climatique. Donc il était rappelé, en fait, ce sont les éléments qui avaient été donnés la dernière fois, je ne suis pas sûr de les relire tous, mais dans le principe, effectivement, il était démontré que la forêt a plusieurs fonctions économiques, environnementales, sociales et de protection, qu'elle est quand même une partie importante du territoire de Belfort et de notre commune également, et que donc, la forêt publique est reconnue pour sa capacité à produire du bois d'œuvre de qualité, bois d'industrie et énergie, et que c'est des recettes importantes pour une commune qui permettent de financer des travaux en forêt, bien entendu, dans le cadre de la gestion durable et multifonctionnelle, et aussi de dégager de l'épargne disponible pour des travaux hors forêt. Donc, on a été sensibilisé par Météo France et puis les impacts sur les changements climatiques, avec des problèmes sur l'écosystème, sur nos forêts qui pourraient effectivement péricliter. Et aujourd'hui, il était demandé à ce qu'on puisse gérer les nouvelles essences. Donc, suite à ça, le but de cette délibération va être d'obtenir aussi un financement, puisque le département propose un soutien financier et un accompagnement de l'association des communes forestières, puisque on s'associe à la COFOR et à l'ONF pour permettre d'installer un îlot d'avenir et pour tester des nouvelles essences. Donc avec l'ONF, on définira où est l'endroit de cet îlot d'avenir, et donc on invitera Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce projet, à cette délégation. Donc il vous est demandé de décider de s'engager dans l'expérimentation pour l'installation d'un réseau d'îlots d'avenir en forêt communale pour tester de nouvelles essences plus adaptées au changement climatique, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents. Voilà, donc pour les deux... Vous avez des questions, pardon? Vous avez eu les conventions qui vous ont été données en même temps que pour le conseil municipal, donc je ne pense pas qu'à moins que vous ayez des questions. Oui. Merci. Donc, je suis très heureuse de voir ce type de délibération sur la table du conseil municipal d'Essert, puisque c'était un projet que j'avais lancé lorsque j'étais vice-présidente au département avec Florian Bouquet. Allez voir la forêt du Harz en Allemagne. Juste les photos par satellite. C'est ce qui va arriver chez nous, je pense, assez prochainement, d'ici 5 ou 10 ans. Dans la forêt du Harz, ils se sont pris de plein fouet le changement climatique, et ils n'ont pas eu le temps, je ne peux pas dire par l'intelligence parce que ça c'est pas vrai, mais ils n'ont pas eu le temps en fait de réagir, et on se retrouve avec des centaines d'hectares de bois morts. C'est absolument terrible d'un point de vue touristique, d'un point de vue économique, et c'est une bonne chose que nous puissions prendre un tant soit peu les devants sur nos secteurs. Donc c'est pour ça que je suis très contente de voir ce genre de délibération ici ce soir. Nous avions cependant une question, et c'est Jacques qui va la poser. Oui, on parle de l'Allemagne, mais si on va sur le plateau des Militants, au-dessus de Servance, je ne reconnais plus les sentiers que j'avais l'habitude de pratiquer, tellement c'est... Non mais c'est coupé à blanc. Ils sont en train déjà de replanter, mais c'est des centaines et des centaines d'hectares qui ont été rasés. Alors moi j'ai quand même une question. Quelle est
puisqu'on a déjà un îlot d'avenir, Oui. on sait combien je dis, c'est pas une question, on sait à combien c'est revenu à la commune. La revenu, Combien ça a coûté à la commune? combien ça a coûté? Pour l'installation d'îlot d'avenir, c'est environ 5 000 €. C'est 5 000 € pour subventionner ou 5 000 à la charge de la C'est commune? 5 000 € à la charge de la commune, en moyenne. Et il y a- Et la subvention du département, 2500 c'est €, donc tu 2500 parles de la commune, il nous reste la moitié. non, C'est oui, voilà. 7005. Oui, ça serait 7 500 au total, si je Donc comprends. on regardera, on 5 000 communiquera 5 000 l'information. € Je regarderai ça. hors subvention. Ça m'étonne parce qu'on est pas. Donc, Ouais. reste à charge commune, 2005. C'est la moyenne de la dernière La dernière, expérimentation. on s'est pas Après, compris. pour la commune des Serres, je sais pas en 2017 quels ont été les frais. Non, mais quand vous dites 5 000, c'est 5 000 le coût total, 5 ou 000 bien € le coût total de l'installation. sur lequel on a une subvention De départementale. De 2500. Voilà, il y a D'accord. 10 projets d'îlots d'avenir qui vont avoir cette subvention. Oui, oui, ça d'accord, mais c'est... Donc Voilà. on vérifiera. Qu'est-ce qui reste à charge? 1500 € Parce de commune et que comme les 2500 finances de la €. commune sont quand même pas... c'est peut-être pas la priorité malgré Alors, tout. à savoir que sur les frais, parce que sur cet îlot d'avenir, il est coupé à blanc, donc justement, pour Oui, oui. pouvoir replanter. Et les bois qui sont dessus, ils sont vendus aussi. Et ça, c'est pas compté dans les 5 000 Oui, €. oui, enfin peu importe. Donc, Ça change rien sur... Mais sur ça le change rien. sur C'est le une idée principe, du ça fait coup. 5 000 € de travaux forestiers. Alors, parce que Ça fait 5 000 j'avais en € de tête, travaux forestiers suite à la subventionnés. présentation qui avait été faite directement par l'ONF en forêt, j'avais un chiffre plus important que cela en tête. Et Donc, c'est- on vérifiera ça. Et- Ce qui peut éventuellement nous inquiéter, c'est que la présentation de la dernière fois sur l'île de l'avenir laissait supposer que les essences qui avaient été plantées, notamment sur SR, soit c'était un terrain qui ne convenait pas, soit les essences n'étaient pas extraordinaires, mais en tous les cas, le rendement ou la réussite n'était pas énorme, puisqu'on était aux alentours des 45%. Oui, sauf 46%. qu'ils plantent pour le même coup. Avec d'autres essences. Avec d'autres essences. Voilà. Même coup. Donc il faut supposer que la réussite, en fonction du terrain, puisque vous savez, on en avait discuté avec l'ONF, on a deux terrains qui sont complètement différents et deux terrains et deux expositions qui sont différentes. Le Coudray est exposé plein soleil, et le fort, lui, on est plutôt côté nord et le terrain n'est pas le même non plus. Donc l'humidité n'est pas la même. Oui, Ok. ça vient en discussion. oui, Mais on Comme vérifiera ça, ça et plus puis élevé, je me disais, est-ce que c'est la priorité cette année quoi. on vous donnera l'information parce que là, enfin, il y aura une information aussi sur les travaux forestiers, puisqu'on en avait discuté la dernière fois quand on avait voté, et ça nous sera présenté à la fin pour les projets d'investissement de cette année. D'accord. Ok. La dernière fois, on avait voté les assiettes, et les assiettes permettent effectivement de récupérer de l'argent, et donc voilà, ils n'ont pas du bénéfice, c'est un investissement pour l'avenir. Merci. Donc on propose au vote. D'autres questions sur ces sujets? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On va passer à la 2205. Convention de partenariat. Convention de partenariat entre la ville de Belfort et la commune des Serres relative à la vidéoprotection et une convention de partenariat entre les communes des Serres, Pavillers, Belfort, le Grand Belfort, communauté d'agglomération relative à la vidéoprotection de la zone de loisirs du parc de loisirs. Ces conventions autorisent notamment le visionnage par le centre opérationnel de commandement et la supervision de la ville de Belfort des images transmises par les caméras installées sur la commune. Elles sont arrivées à échéance ici, donc il s'agit juste de les renouveler. Donc il vous est demandé d'autoriser le maire à signer l'édite convention. Des questions? Donc là, on a reçu le nouveau commissaire divisionnaire, M. Richardet. Vous savez, vous ne le savez pas, mais on a eu quand même, on a pas mal d'incivilités sur la zone du parc de la Douce, avec, on a retrouvé une partie des occupants illégaux qui sont montés sur le toit d'en Val-Plus, qui étaient une vingtaine, une trentaine stationnés devant. Donc ils nous ont surtout conseillé de faire appel au 17 dès qu'on constate un problème d'incivilité comme celui-là, de telle façon à ce qu'ils puissent faire au moins les images de la caméra, c'est-à-dire qu'ils puissent visionner pour aider aux équipes.
Donc surtout, vous n'hésitez pas à appeler le 17 si vous constatez des anomalies ou des incivilités. Que ce soit les motos qui passent comme régulièrement, puisque dimanche dernier, j'étais rue des Chênes, on a eu deux motards qui sont passés avec la petite voiture des gendarmes derrière. Je ne suis pas sûr qu'ils les policiers, je ne suis pas sûr qu'ils les aient rattrapés. Mais surtout, appelez le 17 s'il y a des dysfonctionnements, de telle façon à ce qu'ils puissent visionner. Surtout sur cette zone là-bas, le parc de la Douce qui est visionné, et sur la mairie aussi. Il y a une huitaine de jours, je ne sais plus la date précisément, mais il y a eu un certain nombre de motos qui tournaient ici. Oui. Ici. Donc là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'en mêler, parce que c'est un peu trop risqué en ce qui concerne l'intervention des élus sur des terrains comme ça. Et il faut appeler le 17 pour au moins avertir la gendarmerie, et puis qu'eux puissent déjà prendre l'information au niveau des lieux et au niveau des problèmes qui existent. La zone est couverte aussi. Hein? La zone est couverte par Oui. Non, mais il y a des caméras, oui. Oui. Elle est couverte par le centre? Oui. Alors, On a une convention avec eux sur le CESU, mais quand on a visité le CESU, effectivement, on a beaucoup de caméras ou de visionnage qui se passe sur les rues et les carrefours belfortins. Et c'est vrai que les carrefours, enfin les trois vidéos essertoises, que ce soit le parc de la Douce, la mairie, et puis on en a une autre, la dernière, trois au parc de la Douce, voilà. Donc il faut vraiment interpeller la police pour qu'elle ait les caméras. Il n'y a pas eu d'image sur le Super U. Je ne sais pas si Super U a des caméras. Le Super U a des caméras, mais je ne sais pas, j'ai regardé les caméras, elles sont toutes fixées sur le toit. Et je pense que les camions qui ont brûlé sont côté parking. Donc voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pu voir quoi que ce soit. Et je n'ai pas l'impression que sur la maison médicale, il y ait des caméras qui visionnent le parking. Donc la discussion peut intervenir puisque c'est quand même quelque chose de privé. Donc à la limite, ils auraient peut-être les moyens de surveiller la totalité de la zone avec une autorisation préfectorale sur un parking privé. Puisqu'on ne peut pas le faire sur la voie publique à moins d'avoir une autorisation. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur cette convention de partenariat avec la ville de Belfort? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Convention de service en matière d'hygiène et de sécurité au travail avec le centre de gestion du territoire de Belfort. La commune souhaite procéder à l'évaluation des risques des postes de travail et transcrire les résultats de ces évaluations dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc M. Rétaux, au dernier conseil, nous avait parlé de l'IUT de Belfort qui... de Vesoul. Qui avait fait... Non, alors justement, on en a un peu discuté. Pour finir, on a pris la solution la plus simple avec le CDG. Voilà, donc c'est le centre de gestion qui nous réalisera cette étude pour 2 943 € et ça sera au premier semestre 2023. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de prestation d'évaluation des risques et de rédiger le document unique. Grosso modo, ça fait un investissement à faire pour cette gestion des risques de 1 900 €. 2 943. Voilà, de 1 943 € et il sera élaboré. Donc il ne sera pas élaboré cette année puisque le personnel n'est pas disponible. Il sera élaboré en 2023. On va signer la convention de façon à ce qu'on ait quand même un acte qui soit préparé. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Comment 22,7. On y va. Donc délibération 22,07, demande de subvention, rénovation de l'éclairage public. Donc, on vous a déjà parlé la dernière fois, la commune souhaite poursuivre la rénovation de l'éclairage public en procédant au remplacement des lampes sodium par des lampes LED ou à énergivore dans le cadre d'économie d'énergie et de transition écologique. Donc, pour 2022, il s'agit de remplacer 297 points d'éclairage qui portent sur l'ensemble géographique qui correspond à la partie sud de la commune. Donc c'est limité par la départementale RD19. Donc la demande de subvention. La demande de subvention est sollicitée auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Une subvention sera sollicitée également auprès du
le territoire d'énergie 90 lié au certificat d'économie d'énergie et auprès du département du territoire de Belfort dans le cadre de l'aide aux communes. L'estimation globale de l'opération s'élève à environ à 129 430 euros, 316 euros TTC. Les crédits nécessaires au financement de l'opération seront inscrits au budget primitif 2022. L'année prévisionnelle donc les travaux sont prévus pour le deuxième trimestre 2022. Donc là, sur ces travaux, on a eu 2 devis. Sur les 2 devis, vous regarderez en sortant, il y a une lampe, il y a une des 2 lampes qui a été installée sur la partie juste en face. En face, de l'autre côté, là. Les lampes telles que celles qui étaient prévues. Donc c'est un des fournisseurs qui a pu en installer une, donc vous regarderez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Là, c'est HP ProLED qui a installé celle-là, comme Gartner dans le pense. Ça se fait dans le cadre de quoi? Le marché ou Ça va se faire dans le cadre. Oui, effectivement, ça va se faire dans le cadre du marché. Ouais. Donc vous ne l'avez pas encore lancé, le marché? Non, on va le lancer là. Donc là, sur les devis que vous avez, là, on a pris celui qui était HP de ProLED, qui est légèrement plus cher que celui de Baumgartner. On a environ 10 000 euros d'écart sur la totalité des fournitures. Donc quand on se verra en commission finance, on décidera effectivement du matériel que l'on souhaite utiliser. Donc on vous présentera tout le matériel à ce moment-là en ce qui concerne de l'investissement. Et on a rencontré ce matin le Grand Belfort. Donc on pensait que le Grand Belfort participerait à cette opération dans le cadre des voiries communautaires. Les voiries communautaires en dehors du tapis qui est qui dépend du Grand Belfort. Pour tout ce qui est sécurité et éclairage, ça dépend. Voilà, ça dépend de la ville. Et puis il y aura 4 lampadaires qui dépendent effectivement du Grand Belfort, mais qu'on ne touchera pas. Donc ce sera à eux éventuellement de le changer. Et pour la voirie, ce sera 2023. Est-ce que vous remplacez candélabre pour un candélabre, ou il y a un plan d'éclairement qui fait éventuellement possibilité de supprimer certains... Est-ce qu'avec les LED, vous avez un éclairage et puis avec les éclairages modernes maintenant, vous arrivez à éclairer beaucoup plus large, vous avez un spectre plus large, vous avez un éclairage plus efficace, ce qui fait qu'on peut éventuellement économiser Oui. Donc il y a des endroits où on est effectivement bien éclairé, c'est surtout sur l'entrée du village avec des éclairages qui sont mis en quinconce. Donc là, on pourra éventuellement supprimer. Quand on vous présentera le matériel, visiblement, celui que vous avez sur l'extérieur, HP Pro, il y a possibilité, en fonction du bloc qu'on choisit en dessous, d'avoir un différentiel dans l'éclairage. Il peut être plus ou moins large, plus ou moins pointu. Donc là, en fonction, on regardera un peu tout le matériel et on verra à ce moment-là s'il y a effectivement nécessité de garder la totalité des lampadaires. Dans les zones. Il y a les zones qui sont vraiment bien éclairées. Et donc je pense que sur l'entrée du village, on a des lampadaires en trop sur l'entrée du village. Après, il va nous en manquer 1 ou 2 du côté de Carré, avant d'arriver au lotissement. Voilà. Donc il faudra qu'on revoie l'éclairage pour effectivement avoir une continuité de l'éclairage, parce que ce qui gêne le plus, c'est les trous. Donc même si on baisse l'éclairage avec les lampes LED, notamment en les baissant à 25% où il n'y a pas beaucoup, ça ne fait pas une grosse différence d'appréciation. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est justement ces trous, zone éclairée, zone sombre. Voilà. Et même au niveau des passages cloutés, où il semblerait qu'il ne soit pas recommandé d'avoir un éclairage violent, parce que de toutes les façons, quand on sort de cet espace-là, il y a une gêne qui arrive. Donc il faut avoir des éclairages surtout bien positionnés, et puis on essaiera de trouver les meilleures dispositions possibles pour la diffraction des rayons. Mais ce sera présenté. Donc là, c'est surtout pour valider la demande de subvention qui a été faite. Elle a été faite sur le devis le plus cher, qui est des 2. Et l'autre est un petit peu moins cher, chez Baumgartner, il est 10 000 euros, c'est pas tout à fait le même matériel. Donc vous passerez voir et puis on présentera tout ça. D'autres questions? Oui, est-ce qu'il y aurait éventuellement une réflexion autour de la diminution de l'éclairage, justement, pour faire... Il y aura une diminution, c'est prévu. Systématiquement, de toute façon, à partir de 11h du soir, on aura un éclairage qui sera densifié à 25% de la puissance de la lampe. Avec 25%, comme il y a certains villages qui décident
De tout couper? Non, ça non. Je pense, enfin je ne sais pas quel serait l'accueil d'une coupure pure et simple de la totalité de l'éclairage. Et c'est vrai que si on passe en LED, on aura quand même, je pense, des conditions d'éclairage qui seront beaucoup plus faciles à gérer que ce qu'on a sur les lampes, au sodium. Et je ne pense pas qu'il serait souhaitable de supprimer l'éclairage dans les rues sur essai. Voilà. Donc on verra après si en diminuant à 25% l'éclairage est suffisamment satisfaisant pour tout le monde. On ait quand même une commune qui soit agréable, mais pas forcément dans le noir. Évidemment, il y a ces questions de la sécurité qui interviennent. Les économies d'énergie, une LED qui fonctionne à 100%, à 5%, mais à 5% c'est toujours mieux. C'est un plus également, il faudrait des économies en passant sur les LED. Et puis c'est de la nuisance visuelle, dont on n'a pas besoin pour apporter une certaine... Et par rapport à la nature. Oui. Et bien le problème là que vous avez quand vous êtes au lotissement, notamment dans la rue Victor Hugo, c'est ni plus ni moins des globes, donc en réalité vous éclairez autant le ciel que... Voilà. Donc c'est vrai que là on aura une orientation qui sera terrestre, donc on aura en principe plus de nuisance sonore, et le fait de baisser la puissance, on devrait quand même avoir un résultat qui soit satisfaisant en termes de nuisance sonore pour les voisins, avec sécurité visuelle. On l'entendait bien comme ça. Encore une question, est-ce que les horloges sont concernées aussi dans le devis? Est-ce qu'il y a des horloges Alors on a déjà des horloges, donc on va... C'est des horloges quoi? Parce qu'elles sont astronomiques ou... Il y a des astronomiques déjà sur certaines boîtes, donc celles-là seront conservées et les autres seront remplacées. D'accord. Voilà. Je vois actuellement, on éclaire en pleine journée, dans beaucoup d'endroits. C'est pas tout à fait... En fait, aujourd'hui, on arrive, il y a certains coffrets... Au début d'hiver, j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce Ouais. que je voyais par rapport à Belfort, effectivement, les serres étaient éteints bien avant. Puis maintenant, on est revenu pareil que Belfort. Là. Donc, quand on part le matin, c'est tout éclairé alors qu'il fait jour. Donc, après, le problème de ces nouvelles lampes, c'est que sur la modification des temps d'éclairage, c'est au point lumineux qu'il faut le faire. Voilà. Et ça c'est un vrai problème. Et je trouve que c'est pas franchement... alors je ne sais pas s'il y a des pilotages aux armoires, mais moi je trouve ça un peu décevant d'avoir du matériel comme ça, de nouveaux matériels qui permettent de descendre la lumière. D'ailleurs 100% c'est beaucoup, même en éclairage, en bon éclairage, 100% c'est beaucoup trop. Voilà. Hein, généralement on éclaire à 60 et puis on descend même en dessous de 50. En dessous de 25, oui, c'est... On part de 60, je crois, d'après ce que vous avez dit, 60 et on descend de 75%. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est dommage sur des matériels comme ça d'aussi bonne qualité, enfin, de ne pas pouvoir régler aux armoires parce que c'est extrêmement compliqué à modifier les horaires de... Donc il y a peut-être des systèmes qui existent, hein, mais je ne sais pas si... On va peut-être se renseigner. On va se renseigner parce que c'est vrai que la luminosité, on n'a pas besoin de la même à 20h en été qu'à 20h en hiver. Voilà. Donc, alors savoir si avec les armoires on réussira à régler ça. C'est sûr qu'après maintenant avec le différentiel, avec les LED, comme ça consomme beaucoup moins, on est moins. L'économie est peut-être moins importante, oui. Moins importante. Enfin, moi j'avais fait le calcul, on arrivait en réglant un peu, on arrivait à presque gagner 40 à 50 000. C'est toujours ça. C'est pas mal quand même. Oui, c'est très bien. Puis bon, quand vous voyez les lumières allumées en pleine journée, c'est toujours, ça fait toujours un peu agaçant. On a justement en ce moment, dans certaines armoires, on a des problèmes. Ouais. Entre autres, notamment dans votre quartier. Ouais. Il y a des soucis aussi des fois, alors ça sera peut-être un autre point, mais c'est la vétusté des câbles, parce que souvent les systèmes fonctionnent bien, mais avec enfin, nous on l'a vécu là dernièrement, puisque en fait nos équipements sont rénovés, mais maintenant on a des problèmes sur les câbles. Parce que les câbles sont vétustes et il y a des boîtes de jonction souterraines qui claquent. Donc ça faudra...
interventions sur ce dossier? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je suis désolé, il y a une petite erreur. Vous avez sur la note de synthèse, je crois bien que j'en ai oublié un, puisqu'on avait le 2207, c'était la convention de mise à disposition d'un terrain communal. Donc là, vous avez la note de synthèse, je ne sais pas si c'est sur l'écran, je ne configurerai pas, elle a dû disparaître. Donc vous savez qu'avant, on avait l'association Airsoft qui utilisait le fort pour ses petits combats du dimanche matin, avec les petites billes, et qui souhaitait, Airsoft a été supprimé, enfin a disparu, mais maintenant il y a une nouvelle compagnie, The B6 Compagnie à Grand-Villard, qui reprendrait bien éventuellement le fort. Donc on vous propose de mettre une mise à disposition gratuite du fort à cette nouvelle association, en échange d'une participation aux activités communales, que ce soit l'entretien du fort comme il faisait avant, même si maintenant c'est très limité parce que les amis du fort n'y montent plus beaucoup pour entretenir, et je pense qu'ils commencent à prendre sérieusement l'âge. Et ils participaient aussi à la fête de l'école, voilà, en tenant un stand pour les élèves. Donc il vous est proposé d'accepter de mettre à disposition le fort pour cette association qui puisse aller faire leur tir du dimanche matin. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur ce sujet? On a droit à une partie gratuite? Je ne sais pas, on va leur demander. Oui, en fait, ils sont très ouverts à ce que leur activité se déploie. Donc, si vous voulez monter là-bas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. On trouve pas plein de billes dans la forêt. C'est bien. C'est du maïs, c'est des graines de maïs, c'est du maïs. C'est pour les sangliers. Il faut des grainages en même temps. Donc là, on aura, je pense aussi, on en discutera au moment du budget et des investissements. Vous savez que les amis du fort ont obtenu de la part du département une subvention de 7 000 € pour faire les travaux qui sont sur la voûte. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur le fort des Serres, donc je vous invite à y aller. Vous verrez que l'entrée est bien dégradée. Donc les travaux consisteraient à étanchéifier un peu l'entrée avant de refaire la voûte, parce qu'elle a été refaite, mais ça n'a servi à rien. Oui, mais enfin, la voûte, c'est toujours pareil. Si on sait comment ça a été monté, ces forts, c'est un trou et on a rebouché. Oui. Et là, on fait du replâtrage par le dessous. Oui. Ça ne marchera jamais. Non, c'est bien pour ça qu'ils ne font pas ça. C'est-à-dire que les travaux consistent à faire l'étanchéité par le haut. C'est ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, c'est ça? Non, ce qui a été fait sur la première tranche, sur l'entrée, c'était par le dessus. Et donc ça ne peut pas tenir. Par le dessus, ça a tenu. Non, par le dessous, ça ne peut pas tenir. Non, mais par le dessous, ça n'a pas tenu. Voilà. Donc c'est la deuxième partie, juste l'entrée du fort, c'est pas le tunnel qui est. Le tunnel a été refait, a été étanchéifié, celui-là il ne bouge plus. Par contre, l'entrée du fort qui avait été refaite par le dessous, l'humidité est telle que de toutes les façons, ça commence à tomber. Voilà. Donc la subvention qui a été obtenue, c'est pour faire l'étanchéifier par le dessus et après refaire le dessous. Voilà, l'étanchéité est faite. Oui. Donc on discutera éventuellement d'une garantie d'un prêt, de telle façon à ce qu'ils puissent acheter le matériel avant de toucher la subvention. Ne faudrait-il pas quand même s'interroger sur l'usage du fort? Du fort. Rien. C'est très difficile, en dehors de l'aspect patrimonial du fort, on ne peut pas dire qu'il soit d'un usage très facile, parce que c'est quand même complètement enterré. Ça veut dire, contrairement aux autres forts qui sont, que ce soit le fort des Perches ou le fort de Bessancourt, ou Giromagny, c'est des salles qui sont accessibles depuis l'esplanade et qui peuvent être éventuellement utilisables. Sur le fort des Serres, c'est assez compliqué, en dehors de l'aspect patrimonial ou militaire des Serres. On a le château et on a le fort. Pour mémoire, le maire Géandaise avait racheté, quand l'armée a proposé de vendre les forts aux communes, en scindant la partie forêt qui va être Bavilliers, achetée par la commune de Bavilliers, et le reste racheté par SF. On n'a pas acheté la bonne partie. Ben oui, enfin, sauf que c'est sur SF. Et pourquoi a-t-il racheté? Parce qu'il craignait ce qui s'était passé à l'entrée de l'Ezelois, où un chiffonnier est venu et a dégradé l'ensemble du... Et il ne voulait pas qu'on en arrive à des activités illicites. Non, pas illicites, parce qu'il a une patente, le gars. Il a une licence, c'est ce qu'il faut. Il a le droit de faire ça. Mais ça dégrade davantage
ça et que ça apporte des nuisances dans ce secteur. Bon, vous savez que sur le fort, il y a 2 ans, France Nature Environnement avait essayé de faire une champignonnière, mais à chaque fois qu'il y a un cadenas qui est posé, il y en a qui réussissent à monter pour sectionner le cadenas et la chaîne pour aller à l'intérieur. Donc il y a plus on rien. voit l'emplacement de la tourelle qui a été, ça c'est vieux, hein, ça date maintenant d'une trentaine d'années, que l'emplacement de la tourelle, la grosse pierre a été basculée à l'intérieur. Je me demande combien ils étaient pour arriver à la basculer, parce que c'est quand même un volume extraordinaire. Sur les forts, il y avait une réflexion qui avait été menée au niveau plus que départemental par Jean Rossieux, entre autres, pour la mise en valeur de toute la ceinture fortifiée. Il avait sollicité absolument tous ces réseaux au niveau de la région, au niveau de l'État. Il faut bien avouer qu'on est sur un patrimoine qui est très très compliqué à mettre en valeur. Il n'y a pas à faire des chemins de randonnée, comme ça a été fait d'ailleurs par le département, pour passer de l'un à l'autre et encore pas forcément pouvoir les visiter pour des questions de sécurité. C'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que la caponnière, apparemment, elle se pose la question de sa pérennité. Voilà. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Quelqu'un voit un inconvénient à ce qu'on prête le fort à l'ex-airsoft? Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. La voirie. Subvention 2208, demande de subvention réflexion voirie. 09. En 2022, la commune souhaite procéder à la réflexion de voirie qui se traduira principalement par une reprise de la bande de roulement en partie ou en totalité. Elle portera sur... pardon, je crois que c'est 8. C'est 8 rues. L'estimation globale de l'opération en investissement s'élève à 113 668,50 €, soit 136 402,20 centimes. Les crédits nécessaires au financement de l'opération seront inscrits au budget primitif 2022. Une subvention est sollicitée auprès de l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Une subvention sera également sollicitée auprès du Conseil départemental du territoire de Belfort pour un planning pour les travaux prévus en 2e semestre 2022. Donc le Grand Belfort, donc là on a la réponse depuis ce matin, Dominique vous en a parlé tout à l'heure, concernant la réflexion des rues à intérêt communautaire. La réponse était prévue en 2023. Donc la partie de la rue du Port qui descend jusque dans la zone artisanale et la rue des Carrières. Elle en a besoin. Donc c'est prévu l'année prochaine. Donc bien sûr la totalité de la somme des voiries n'est pas dedans, puisque là on ne peut mettre en investissement que ce qui est effectivement un investissement. Le simple entretien sera en fonctionnement. Voilà. Donc on vous présentera ça. Parce que le montant global des travaux, c'est pas trop de 160 000. Il faut qu'il y ait du fraisage, il faut qu'il y ait le remplacement du tapis. Quand on bouge simplement les fissures avec 3 gravillons, ça ne fait pas partie des investissements, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien du patrimoine. Donc c'est du fonctionnement. Ce qui ne nous empêchera pas de récupérer la TVA sur les travaux, mais il n'y aura pas de subvention sur cette partie-là. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Création d'emplois permanents. Donc, 22 bis. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisés les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Donc, les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 selon les grilles indiciaires correspondant à la situation des agents recrutés. Donc, en l'état, il apparaît des évolutions de poste. Sur le service entretien, donc on avait un adjoint technique principal de 2e classe qui passe adjoint technique principal de 1re classe. Il s'agit d'une création de poste.
Au niveau des services techniques, on a un adjoint technique territorial qui devient adjoint technique principal de 2e classe. Donc là, c'est une transfert de poste, c'est le transfert du poste précédent. Donc on avait pour Monsieur Lartigue et Madame Malesson fait des CAE qui sont invalidés puisque Pôle emploi a considéré qu'ils étaient dans nos murs depuis trop longtemps et qu'on ne les faisait pas évoluer. Donc ces CAE vont être transformés en titularisation. Donc pour le service technique, donc on a un CDD qui deviendra adjoint technique territorial, donc c'est le transfert du poste précédent. Et pour le service entretien, donc le CDD devient adjoint technique territorial, c'est une création de poste. Donc au service technique, on va recruter un adjoint technique territorial, donc une 3e création de poste. Au niveau de l'animation, donc on a une adjoint d'animation principale de 2e classe qui devient adjoint d'animation principale de 1re classe. Donc ce poste est déjà existant. On a également un adjoint d'animation qui devient adjoint d'animation principale de 2e classe, donc qui prend le poste précédent. On a un CD, on a 2 contractuels qui pourraient être titularisés. Donc, c'est des candidatures qu'on va étudier. Donc, on a 2 CDD. Donc, un sera titularisé en adjoint d'animation. Donc, c'est le transfert du poste précédent. En fait, il faut suivre les couleurs pour bien voir les postes. Et au niveau du multi-accueil, on a un CDD qui va être titularisé, donc avec la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale. En rouge, c'est illisible. Et en rouge, c'est illisible. Adjoint d'animation. Je ne serai plus dans la prochaine fois. Non, ça sera pour les prochaines fois, simplement. Donc là, sur la note de synthèse que vous aviez reçue, vous avez vu qu'on avait été alerté par le centre de gestion. En réalité, sur les postes, on avait la filière d'animation où on avait un adjoint, où on créait un poste d'adjoint d'animation de 2e classe. En réalité, il y a déjà un poste qui avait été créé et c'était une personne qui était 2e classe et qui devait passer en 1re. Je pense qu'à Cravanche, vous avez eu les mêmes problèmes que nous parce que là, on a reçu, j'ai signé dernièrement les reclassements, les avancements d'échelon, les bonifications d'ancienneté. Il y en a à tous les niveaux. Donc je pense qu'au niveau du personnel, voilà, les postes qui ont été créés, les anciennetés, il y en a qui ont déjà été nommés l'année dernière, mais qui vont de nouveau reprendre un échelon cette année avec la bonification d'1 an sur le poste. Donc je pense que sur les 2 années qui viennent, on va se retrouver avec une ancienneté, suite aux décisions gouvernementales d'améliorer les gens qui sont des catégories C, on se retrouve avec des bonifications et avec des évolutions de carrière qui sont plus importantes sur ces 2 années. Donc il faudra qu'on mette tout ça, on vous présentera tout ça au niveau du budget. Donc en réalité, il y a que 4 créations au lieu des 5 qui étaient prévues dans la filière animation. Et à chaque fois, les postes qui sont laissés libres les postes qui sont laissés vacants sont occupés par d'autres personnes. En ce qui concerne les 2 CAE qu'on avait votés, on a eu le retour de Pôle emploi qui a estimé que les 2 personnes ne rentraient pas dans le cadre du contrat d'aide à l'emploi. Voilà, en disant qu'ils étaient déjà chez nous depuis un certain temps, que ce n'était pas une reprise d'activité et que ça ne méritait pas d'être subventionné. Donc là, on arrivait au terme des contrats, on a décidé pour 2 de les titulariser, et puis le 3e, on fera un recrutement. Voilà. Des questions ? Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Les tarifs municipaux. Donc là, vous allez avoir droit à une petite litanie. Donc on va regarder la délibération 2211 qui concerne donc les tarifs municipaux. Considérant que le conseil municipal donc, est compétent pour créer et adopter les tarifs s'appliquant à nos prestations.
Alors, c'était dans la note de synthèse, je ne sais pas si on les passe tous en revue ou si rapidement on saute d'une catégorie à une autre. Donc il y a une catégorie qui concerne les tarifs pour le cimetière. Ensuite, on peut passer à la page suivante sur le PowerPoint. On a la catégorie occupation du domaine public. Donc, par exemple, les emplacements de taxis et autres, le mobilier urbain. On a la catégorie location. Mobilier urbain, c'est les abribus. Oui. On a la catégorie location de salle, donc c'est en page suivante. Donc avec nous, on a le logis de l'amitié. On a la salle Stromboli, donc qui est un petit peu plus loin. Et puis, c'est tout en salle. On a la catégorie des droits de chasse, puisqu'il y a quelques chasseurs sur SR. Et puis, donc les encarts publicitaires dans la revue municipale, donc SRATU, qu'on a divisé en 4 sous-catégories. Et puis, une petite catégorie qui s'appelle la location de matériel, donc les tables brasseries et bancs pour les assos ou les cercles qui veulent les emprunter à l'occasion. Donc, le matériel, la table de brasserie et les bancs, c'est du matériel communal. Absolument, c'est du matériel qui appartient. Non, mais c'est pas tout, hein, c'est une toute petite partie. Hein, c'est 10 tables et 20 bancs qui appartiennent à la commune, qui a été payé par la commune. Ce n'est pas les équipements du comité des fêtes, oui, parce des associations. Il y en a plein, mais là c'est un autre truc. Ça, c'est vraiment le matériel communal. Donc les associations, en général, en bénéficient gracieusement. Et là, c'est des tarifs plutôt que publics. Les gens, les extérieurs qui voudraient les louer, bon, c'est cher, c'est compliqué. Est-ce que le comité des fêtes en loue? On n'a réellement pas jamais loué, on n'a jamais encaissé d'argent. Non. C'est des arrangements du bénévolat contre la location, enfin, ou du prêt. En fait, on n'est pas le comité des fêtes n'est pas un loueur de matériel. Le comité des fêtes à l'origine a loué du matériel. Peut-être, mais aujourd'hui on le fait plus. Aujourd'hui on le fait plus, on fait des arrangements entre associations. Ce sont des extérieurs ou des privés. Ah non, on leur refuse parce que c'est du matériel qu'on a besoin aussi. Donc les extérieurs, on a prêté du matériel à Saint-Joseph, ils nous ont envoyé des bénévoles pour tenir les stands de la fête de la jeunesse. Donc ce sont des arrangements. Souvent c'est le cas. Les seules locations, j'en connais pas d'ailleurs, j'ai pas vu de location proprement dit. Ici on a loué une fois avec un contrat en bonne uniforme. Je me souviens que quand Jacques Prel fait sa séance par à plusieurs reprises, il venait chercher du matériel ici et on n'avait rien en retour. Hein. Les animateurs qui sont nous, on le faisait dans le cadre du bénévolat, on demandait soit à ce qu'ils viennent nous aider, ou on a, je vous dis, très rarement, on a passé des contrats de location. Après, c'est des gens sur Belfort qui avaient un budget, parce qu'ils recevaient de la mairie de Belfort un budget pour louer du matériel, et ils venaient chez nous et ils payaient bien, comme on dit. Parce que voilà, donc ça nous a permis aussi, mais globalement, le matériel souffre, chaque location, et on a envie de le traiter. Enfin là, ce dont il s'agit là, c'est absolument... C'est le matériel communal, donc c'est les quelques tables et les deux bancs. C'est bien que les Essertois le sachent, hein, de toute façon, au cas où ils en aient besoin. Voilà. C'est vrai qu'on a un comité des fêtes qui est quand même relativement bien équipé, parce que quand vous descendez au sous-sol, ne serait-ce que les tonnelles, les tables, ça nous permet quand même d'avoir les activités. Quand on a la fête de la musique, d'avoir le marché de Noël, ça permet quand même d'avoir des activités qui sont intéressantes. Autre question sur... Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc là, on va vous présenter quand même quelques informations et puis des propositions qui seront éventuellement à inscrire dans notre prochain budget, 2022. On a reçu les devis des travaux forestiers. Donc les travaux forestiers, vous avez vu que quand on a voté des coupes de bois et on a éventuellement voté une emprise, c'est-à-dire la réalisation d'un chemin pour l'exploitation future du massif et notamment du massif du Fort. Donc en investissement, les travaux forestiers traditionnels qui sont tous les ans sur la commune, il y en a pour 3 060 € hors taxe. En fonctionnement, on en a pour 2 360 € hors taxe. Et le gros travail qui est présenté et qui était éventuellement proposé par l'ONF,
c'est les travaux de création d'une infrastructure, il y en a quand même pour 19 800 € hors taxe pour créer ce chemin. Donc ce chemin, c'est la création d'une piste, la totalité de la piste fait 1,5 km, et on a une création d'une route empierrée qui fait 200 mètres à l'entrée pour l'exploitation de la partie basse. Donc on aura un chemin sur le fort, sur le bas du fort pour l'exploitation du fort. Donc ici, je vous ai marqué, vous avez sur le deuxième tableau, sur la partie ici, vous avez l'emprise, donc vous avez les surfaces. L'emprise, en réalité, vous avez 350 mètres cubes sur les 3 hectares qui vont représenter l'emprise de travail pour la réalisation du chemin empierré. Voilà. Et je vous ai mis à côté les recettes des coupes de bois. Donc en 2018, on a eu 38 000 €. En 2019, ça a été une petite année, 4 000 €. En 2020, 48 000 €, enfin 49 000 € et en 2021, 46 000 €. Donc quand je vois l'état dans lequel les forestiers sont capables de laisser nos chemins quand ils ont fait ça, je me dis que le travail, l'empierrement d'un chemin et la réalisation d'une piste, ça peut être quand même quelque chose d'un peu plus intéressant pour l'usage de la forêt et éventuellement les promeneurs, puisque je pense qu'on devrait pouvoir rejoindre relativement facilement le chemin du Tremblay en partant depuis la chapelle des Vœux. Donc on aura un chemin qui va se situer sur ce secteur-là. Donc ça, c'est une proposition. C'est un secteur qui est très défoncé. Oui. Et qui est des fois un petit peu difficile d'accès. Et c'est vrai que quand on passe là-dedans, en dehors des forestiers, tous les chemins, comme ils ne sont pas pratiqués souvent, on se retrouve avec des ronds, c'est des chemins qui sont impraticables, contrairement au massif du Coudray où c'est beaucoup plus visité. Plus le dévers, c'est un casse-gueule. Est-ce que quelqu'un s'opposerait à ce que ce soit inscrit au prochain budget? Donc là, ce n'est pas une délibération, hein, ça vous sera proposé. D'accord, il y a quand même un élément, je reviens sur l'exposé qui a été fait lors de la présentation en forêt par l'ONF, c'est qu'il faut quand même que la surveillance des intervenants soit efficace. Parce que je ne suis pas certain que les chemins défoncés par que ça a été présenté, doivent remettre en état, je ne suis pas certain. Ils sont censés remettre en état quand ils ont terminé. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'ONF qui est censé faire aussi. Que l'ONF fasse. Donc il faut le rappeler un peu à l'ordre. Si je peux me permettre, justement, quand on a fait la visite, il a bien expliqué qu'il avait vraiment une très grande surface à surveiller, qu'il ne pouvait pas être derrière chaque exploitant. Et donc c'était très compliqué, malgré. Voilà. Mais qu'il savait quand il y avait des exploitants qu'il connaissait bien et dont il savait qu'ils ne faisaient pas très attention, il s'arrangeait pour être présent en ce moment-là. Voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et ils n'ont pas forcément les moyens qui sont. Ils n'ont pas forcément les moyens, sauf qu'à un moment donné, on sait qui est intervenu. Bon, après, il faut aussi les preuves. On ne peut pas être derrière chacun d'éjecter un appel d'offres suivant ou de partir au tribunal pour les faire ranger tous les terrains, mais ça peut être une solution, on pourra toujours en discuter. Parce que les endroits, c'est. En décembre, en décembre, j'avais signalé ici, il avait appelé effectivement pour stopper les travaux en cours, parce que le sol était tellement boueux que les gars commençaient à faire tout un arrêt. Donc il avait bloqué, donc il avait fait constater déjà les dégâts qu'il avait déjà mis en place. Donc ça, ils ont des moyens quand même des amendes ou des sanctions de pression pour effectivement récupérer de l'argent, soit le faire remettre en état par ses propres moyens. J'ai bien entendu ce qui a été dit par l'ONF, y compris le manque de moyens, mais en final, c'est bien qu'il y ait cette règle-là, encore faut-il qu'elle finisse par s'appliquer. C'est ça le fond du message. Deuxième investissement qu'on va vous demander d'inscrire. C'est une étude pour l'aménagement de la passerelle. Donc c'est l'étude pour faire le relevé topographique des deux berges pour le raccordement sur les deux rues. Donc il s'agit d'une mission de conception de l'ouvrage, un avant-projet et une mission d'assistance contrat. La position est déjà identifiée ou Non. La position, alors on aurait deux solutions sur cette partie-là. Vous savez qu'on a un chemin communal qui est
juste après la descente du terre-plein. Mais ce chemin communal est en plein milieu des 3 habitations qui sont côté droit de la route en descendant quand on part en direction SR depuis Chalon-Villard. Quand vous sortez du lotissement Nexity, vous regardez à droite, vous avez un chemin qui part en plongeant. Ce chemin, il se retrouve confronté, enfin, il se retrouve coincé entre des habitations, donc on n'a que 3 habitations du côté droit. Donc là, on est en train de discuter avec les voisins pour savoir si on ne peut pas déplacer éventuellement le chemin de l'autre côté, de façon à ce que la traversée soit directe. Donc sur le terrain, en face de territoire habitat, il y a encore un terrain qui n'est pas viabilisé du tout. Donc la discussion, on va voir avec les propriétaires, savoir s'il n'y a pas moyen de s'arranger pour que la passerelle puisse partir directement en face de territoire habitat, pour rejoindre la Pouillé verte. Donc l'étude, elle va dépendre de la localisation de la passerelle. Donc là, on vous proposera d'inscrire en étude la partie là, en sachant que pour le moment, on est en train de nous chercher des coups dans la tête au niveau du lotissement Nexity, parce que vous savez que le lotissement Nexity, contrairement au reste du village, a une taxe d'aménagement qui a été montée à 8%, qui a été votée à 8%. Cette taxe d'aménagement, elle reprenait les aménagements routiers qui étaient nécessaires, donc le plateau plus les trottoirs, et la réalisation de la passerelle. Voilà. Et donc pour le moment, on a une personne très motivée là-bas qui est en train de nous demander tous les justificatifs sur les travaux qui ont été réalisés sur cette portion de route. Donc je pense qu'il est temps de je pense que Madame Germaoui, c'est de qui on parle. Elle a eu affaire avec lui aussi déjà. Voilà. Donc je pense qu'avec toutes les façons, la passerelle, elle fait partie, quand vous regardez sur cette coulée verte, on a une entrée sur Chalon-Villard, et la deuxième entrée est effectivement juste après, juste en face de la pharmacie, en termes de passerelle. Donc si on pouvait en avoir une à cet endroit-là, je pense que ce serait quand même intéressant. Donc on vous proposera cette inscription au prochain budget. Deuxième étude. Donc c'est l'étude hydraulique pour gérer les eaux de ruissellement sur le bassin versant, sur les Précoudrins. On a énormément de problèmes de ruissellement. Je la mettrai après, quand on sortira. Non, mais elle est sur un autre diapo, mais comme on a modifié, il m'en a proposé une autre, lui il en a bonne et moi je l'ai plus. Donc c'est la zone qui est au-dessus de la rue de la Forêt. Les bâtiments, les maisons, territoire habitat et carré de l'Est. Ouais, toute cette zone-là. C'est cette zone-là qui est concernée par cette étude. T'as pas de photo. Donc ça concerne à peu près 20 900 mètres carrés. C'est une vue aérienne prise par ton brouillard. Voilà. C'est ça. Il y en a qui se moquent. Donc, cette étude, elle a pour but de permettre d'anticiper tout ce qui est impact en cas de forte pluie, pour voir comment on peut trouver des solutions pour évacuer l'eau au mieux. S'il faut mettre des bassins de rétention en amont. Voilà. C'est une vraie problématique à les ruissellements. Ouais. Beaucoup de communes sont impactées, il y avait un programme réalisé, piloté d'ailleurs par la préfecture du territoire de Belfort à l'échelle de la région. C'est la préfecture du territoire qui... Mais là, je pense que c'est la commune qui va faire cette étude. On espère avec ça pouvoir peut-être retourner contre Nexity ou contre Territoire Habitat, parce que je ne suis pas sûr que toutes les études ont été faites dans les règles là au moment de ce projet de lotissement. Et encore moins pour les carrés de l'Est. Parce que derrière les carrés de l'Est, vous avez deux maisons. Vous avez deux petites maisons, voilà, qui sont donc ça arrive. Voilà. Donc en réalité, les plus gros ennuis qu'on a, c'est tous les écoulements qui sont ici sur les maisons de territoire habitat. Et puis l'immeuble qui a été fait ici avec les deux maisons derrière, où systématiquement ils ont de la flotte à l'intérieur. Donc on a tous les écoulements qui arrivent depuis le massif du Coudray là. Ah oui, oui. Ils ont les câbles, dès qu'il commence à pleuvoir, ils en ont plein les câbles.
Et depuis qu'il y a eu les travaux qui ont été exécutés ici, on se retrouve aussi avec des gens qui sont le long de la route en bas et qui se retrouvent avec de l'humidité qui descend. Donc je ne sais pas s'ils ont coupé les sources, je ne sais pas s'ils ont, ce qu'ils ont fait là-dedans, ou si le cheminement de l'eau, l'hydrologie a été modifié et ça s'écoule plus de la même façon, mais on a des problèmes d'écoulement sur toute cette partie-là. Et on en a quelques-uns aussi ici sur le dessus du lotissement Nexity. Il y a une partie des problèmes qui ont été arrangés parce qu'ils ont fait des pluies perdues au niveau des rues, parce qu'on avait tellement de pentes. Je suis passé en hiver, on avait des rues qui étaient carrément gelées, à la fois sur la descente de Nexity et sur la descente des Prés-Coudray. On a de l'eau qui croise le chemin. Donc on va vous montrer. Il y a eu quelques photos. Qui se moque en plus. Voilà. Ça c'est des exemples, ça c'est vers les petites maisons carré de l'Est. Donc ça c'est un ruisseau qui sort de la forêt par temps de pluie. Ça c'est sur la rue de Valinabu, voilà. Rue de Valinabu. Lisière de forêt et rue de Valinabu. Comment? Oui. Non, c'est pas la neige. Non. Dès qu'il y a des écoulements, ça descend dans la pente et on a des... Voilà. Donc après, c'est le petit parking qui est au bout de la rue des Prés-Coudray. Il y a un petit parking et là, le mur que vous voyez au fond, c'est le mur de la propriété de la grosse maison qui est à côté. Donc chaque fois qu'il y a des travaux comme ça, si on ne canalise pas le haut de la zone, on arrive à cette situation-là. Quand la mairie a été construite ici, et comme il y a beaucoup de résurgences d'eau qui circulent sur les terrains ici où est la mairie, moi j'ai eu mon jardin inondé. Parce que on minéralise de plus en plus, on n'a pas pris l'eau là où elle circule, vous la déviez, et je me souviens d'avoir demandé à Mme Sévergène qui s'occupait de ça à l'époque, et ils ont fait en catastrophe une canalisation qui n'est d'ailleurs pas entretenue par la commune alors que ça appartient à la commune. Un jour, ça va déborder. Pour qu'il y ait des bornes après 2026. Non, mais c'est pas difficile. Il y a des grilles, il y a tout pour nettoyer, ça n'a jamais été nettoyé. C'est bien. Ça veut dire que l'eau passe quand même. Les eaux de ruissellement qui arrivent et puis qui passent juste depuis la rigole qui se trouve au bord de mon jardin. Là. Oui. Donc en contrebas du parking. En bas du parking, oui. Il y a des bouches au fond, mais c'est jamais nettoyé ça. C'est sur notre terrain ou sur votre terrain? Non, sur le parking. Sur le parking. Donc surtout l'idée de l'hydrologique, c'est surtout de savoir si effectivement il y a des responsabilités quelque part. Donc soit on va se retrouver, notamment sur Nexity, avec des maisons dont les fondations n'ont pas été forcément bien gérées pour isoler le bâtiment. Nexity, eux, en principe, ont fait des nous un peu partout, de telle façon à s'assurer que l'eau soit évacuée, mais il semblerait que les nous ne soient pas remplis d'eau quand il pleut, donc il faut supposer qu'elle va ailleurs. Voilà. Et puis en ce qui concerne sur la rue des forêts des carrés de l'Est, là on se retrouve avec des maisons, donc c'est l'ancien atelier qui est, quand vous montez sur le lotissement de carrés de l'habitat, vous avez une maison à toit plein, un ancien atelier. Donc c'est des immeubles qui ont été faits sur le côté gauche, qui ont provoqué des écoulements et on se retrouve avec des gens qui ont de l'eau, donc les deux maisons derrière ont de l'eau dans les sous-sols, ils n'arrivent pas à s'en séparer dès qu'il commence à pleuvoir et ça arrive jusqu'aux maisons du bas. Et sur toute la rue des Prés-Coudray, on se retrouve à avoir de l'eau parce qu'il y a eu des nous qui ont été créés de façon à avoir de l'évacuation d'eau et ces nous ont été bouchés pour faire des places de stationnement et il s'avère que c'est pas forcément une réussite parce que vu la pente, ça finit dans les garages quand c'est pas dans les maisons. Donc je pense que là, de ce côté-là, on aura quand même des solutions à trouver. Je voulais savoir, les riverains, ils n'ont pas porté plainte par rapport à ça? Les riverains qui habitent là-bas? Parce que c'est pas la commune elle seule qui doit... Le problème, les riverains, ils peuvent toujours porter plainte. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de cause réelle, en réalité, ils ont tout ce qui descend du massif forestier. Et puis si vous passez là-bas dans le chemin, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des tranchées qui ont été plus ou moins bouchées, puis la flotte, elle suit les tranchées, elle arrive au-dessus des maisons. Et puis elle s'en fiche.
Voilà. Ça veut dire qu'il faudrait prendre la totalité des écoulements ou faire des égouts de telle façon à dériver l'eau pour toute l'eau qui monte, qui descend des périphrées, qu'elle n'arrive plus dans les maisons. Mais la question pose justement de la responsabilité qui est Voilà. Non, mais le problème après, c'est qu'il faut quand même arriver avec quelque chose pour bien prouver aux gens que il n'y avait pas ce problème avant et que s'ils avaient fait ce qu'il fallait, on n'aurait pas ce problème-là. Donc là, c'est un peu le même genre de prestation avec l'étude hydraulique. Et voilà ce qui vous sera demandé d'inscrire, c'est-à-dire la rémunération en taxe. Pour la topographie, il y a pour 2250 €. Et pour l'étude hydraulique sur le bassin versant, il y en a pour 2800 €. Je ne vous parle pas de la maîtrise d'œuvre qui va venir derrière. On espère bien que si effectivement il y a des solutions, il faudra trouver quelqu'un pour les prendre en charge. Des questions? Donc je vous invite quand même à visiter le village de temps en temps quand il pleut. Passez donc là-haut, vous verrez qu'effectivement, ça coule. Le conseil municipal est terminé. Dominique, Sophie a une intervention à faire. Ah oui, c'était sur le précédent. Alors, il vous a été distribué les résultats d'un questionnaire qu'on a transmis aux familles dans le cadre du PEDT, projet éducatif territorial, et de la CTG, Convention territoriale globale. Nous avons procédé à un sondage des familles, des élèves et enfants utilisant les services périscolaires, accueil du matin, soir, restauration scolaire, mercredi et vacances, ainsi que le multi-accueil. Nous avons eu 118 retours de questionnaires, à noter que 148 familles utilisent les services et donc l'étude de ce questionnaire renvoie un retour positif et nous confirme l'axe de travail pour l'élaboration du PEDT, à savoir l'aide aux devoirs, la mise en place, la réflexion sur le club ado, le renforcement de la communication avec la remise en route de la tout jeune et la mise en place d'un blog prochainement pour le multi-accueil également. Et puis aussi la réflexion par rapport aux places disponibles pour la petite enfance au niveau des crèches. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y aura une analyse qui va découler de ces chiffres-là? C'est l'analyse. Non, c'était juste les chiffres, l'analyse, c'est-à-dire les conséquences. Les conséquences, c'est le travail qu'on fait par rapport au PEDT et puis par rapport à la Convention territoriale globale. Je n'ai pas entendu. Qui est en cours. Tout à fait. Il y a des choses sur lesquelles la commune ne pourra pas faire grand-chose. La question 12, capacité d'accueil des multi-accueils. Si justement, on y réfléchit par rapport aux différentes solutions qu'on pourrait mettre en place. Alors on a différents points. On réfléchit sur éventuellement la mise en place d'une MAM. Oui. On est en lien aussi avec les assistantes maternelles et donc c'est à ce niveau-là. Effectivement, on ne pourra pas pousser les murs de la crèche, mais il y a quand même des pistes de réflexion. Je pense que là, il faudra qu'on discute de tout ça quand vous aurez visité, quand chacun aura pu visiter les écoles, et puis après, il faudra qu'on ait une grosse discussion. Puisque si on commence à avoir des investissements, ça veut dire que les investissements ne vont pas s'arrêter sur ce mandat, il faut qu'ils soient poursuivis. Donc là, on a aussi la chance d'avoir trois listes différentes qui sont présentes, donc ça laisse supposer quand même que l'avenir, si on arrive à s'entendre pour l'avenir, ce serait quand même plutôt sympa d'avoir des projets qui tiennent la route et qui soient poursuivis dans le temps. Il y a une classe supplémentaire qui doit être créée à la rentrée. On la met où celle-là? Alors la classe. Voilà. Dans la salle informatique. Donc se pose le problème du déplacement de la salle informatique. Trouver une place pour la salle informatique. Donc déplacer la salle informatique ou dans l'annexe de la médiathèque. Mais ensuite, si on dépasse dans l'annexe de la médiathèque, ça veut dire qu'on n'a plus la superficie pour être médiathèque. Voilà. Donc c'est 4 liens là. Disons qu'on n'a pas trop le choix parce que là, pour le moment, dans la discussion qu'on a eue avec l'inspectrice de l'éducation nationale,
On a une baisse des effectifs dans la maternelle, mais pas suffisante pour fermer la classe qui a été ouverte l'année dernière. Donc la classe va encore rester ouverte cette année. Et on commence à avoir un transfert sur le primaire qui fait qu'on a besoin d'une classe supplémentaire sur Cousteau. Donc là, c'est aussi pour ça qu'on a expliqué que les nouveaux lotissements ou que les nouveaux arrivants, il était plus possible. Les structures communales ne permettaient plus de les accueillir dans les conditions qui soient correctes. Sachant qu'il y a un bon renouvellement de la population sur Coteau. C'est ça. Et il va y avoir forcément de nouveaux habitants. Voilà, donc on se retrouve confronté peut-être un peu moins sur la maternelle parce que les gens qui arrivent, c'est vrai que c'est des structures qui n'accueillent que pendant 3 ans, alors que pour le primaire et le centre de loisirs, on se retrouve quand même à avoir des gens qui restent environ 5 ans. On a déjà une idée de une projection de ce que ça va donner sur l'évolution de la population et donc potentiellement des enfants. Des enfants, oui, sur les 3 ans à venir, oui. Ouais. Parce que là, on a une baisse en maternelle, ça veut dire que l'année prochaine, on pourra avoir une fermeture de la classe maternelle. Oui, enfin, plus ou moins, c'est pas le désir de l'inspection. Hein. En fait, on a une augmentation des effectifs sur Cousteau jusqu'à la rentrée scolaire 2024. On aura, à la rentrée scolaire 2022, on compte 133 élèves. À la rentrée scolaire 2024, on en compte, actuellement en comptant les enfants nés, 149. Donc ça ne cesse d'augmenter pour également donc Hortasief. À la rentrée scolaire 2022, on a un total de 133 élèves et à la rentrée scolaire 2024, 152. Donc là aussi, on dépassera, on peut tenir encore. Mais enfin bon, ça va être serré. Donc il y a juste pour la classe maternelle où effectivement sur Cousteau, on a une baisse qui est prévue l'année prochaine. Par exemple, en 2022, on a 76 élèves qui sont inscrits en maternelle Cousteau et à la rentrée scolaire 2024, 47 élèves. Mais bon, voilà. 76 à 47, c'est ça? Ouais. Ça fait 29 d'enfants nés, moi je compte par rapport aux enfants nés sur la... 29 de nom. Ah ben oui. C'est beaucoup. Ça ferait une classe en moins. C'est vrai que la question se pose à la rentrée prochaine, donc l'inspection académique, sachant cette baisse, a quand même décidé de garder donc 4 classes à la maternelle. Donc on décidera au mois de juin si on accueille des enfants de 2 ans pour pouvoir lancer. Voilà. On attend de voir les inscriptions. On fait le point sur nos inscriptions pour la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire. Comment? C'est 3 ans d'obligation. Oui, c'est 3 ans. Et donc, selon les effectifs, on aura peut-être comme interrogation aux enfants de 2 ans exceptionnellement cette année-là. Mais voilà, rien n'est fait encore. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Là, on a quand même pas mal de renouvellement parce que là, les deux dernières visites qu'on a fait avec le CCAS, c'est des nonagénaires sur le coteau. Voilà. On a fait 2 fois 90 ans, 1 fois 102 ans. Voilà. Donc, on a des gens qui effectivement arrivent à un âge avancé. Bon, ils n'en font plus des petites. Non, mais les maisons vont se libérer à plus ou moins long terme. Avec le renouvellement de la population. On ne parlait pas de procréer à cet âge-là, il ne faut pas pousser non plus. Avec le progrès de la médecine, on peut tout envisager. Dernière petite question, vous savez qu'on a les élections. Les présidents de bureau vous ont envoyé des réservations. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà répondu. Donc il restera le bureau mairie. Voilà, où je vous demande de vous inscrire pour avoir des volontaires, puisque là vous voyez qu'on a 3 bureaux, il nous faut à peu près 20 vacations, 4 personnes par bureau. Et il faudra au moins par bureau un président, 2 assesseurs, un secrétaire. Voilà, donc s'il y a des volontaires, vous n'hésitez pas à vous inscrire. Je ne sais même pas si ce n'est pas une obligation pour les conseillers municipaux. Voilà. Donc vous choisissez simplement le bureau dans lequel vous voulez aller. Voilà. Et vous savez, je pense que vous avez déjà été averti qu'on a de fortes chances pour la présidentielle d'avoir des bureaux qui ferment à 19h.
au lieu de 18. Oui. Oui, j'ai une petite question. Concernant la visite de l'école Cousteau qui est prévue pour les élus, incessamment sous peu, est-ce qu'il est possible d'ouvrir cette visite également aux citoyens volontaires? Ça me paraît un petit peu difficile là. Autant on pourra organiser éventuellement une visite pour les gens qui veulent, mais là dans un premier temps c'est surtout une discussion sur l'avenir de l'école. Après, moi, à titre personnel, je ne souhaiterais pas que ce soit ouvert parce que si on l'ouvre, on va se retrouver avec beaucoup trop de personnes. Donc je pense que les discussions, je souhaiterais qu'au départ, elles soient cantonnées entre nous. Vous pouvez fixer un quota, une limite, et puis au moment où les gens s'inscrivent, je sais pas, ça peut être 400 personnes, mais c'est pas forcément ouvert à... Après, je pense que même si vous proposez à toute la commune, je pense pas qu'il y ait tout. Non, mais justement, le problème là, c'est qu'on on va avoir des dispositions à prendre et je souhaiterais que les discussions, voilà, après ça va être les parents d'élèves qui vont visiter ça aussi, on va se retrouver avec des groupes qui vont être trop importants. Donc je souhaiterais cantonner ça aux élus municipaux. D'accord. Et est-ce qu'à terme, vous pensez mettre en place une commission extra-municipale justement pour que les citoyens... Mais là, de toute façon, dans les discussions qui vont intervenir, je pense qu'on aura déjà des discussions en interne au niveau municipal. La décision de restructuration des écoles, il faudra quand même bien qu'il y ait un consensus qui soit plus que municipal sur ce sujet-là. Parce qu'on va attaquer quand même des budgets qui sont relativement importants, donc il ne faut pas que cette municipalité parte dans un sens et puis que la suivante décide de partir dans un autre. Non, mais c'est pour ça que pour construire ce consensus, je pense qu'une commission extra-municipale sur le sujet me semble nécessaire. Et ça, bon, ça je vais charger Mme Maki de faire une visite avec les parents d'élèves. Il n'y a pas de quoi. Mais dans un premier temps, la visite qui est prévue, je souhaite qu'on reste au niveau municipal. Je vous remercie de votre attention.